Bienvenue à tous, chers téléspectateurs de la Fondation Maloua Télévision. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui dans les cadres de cette grande tribune, cette émission Grande Analyse qui s'ouvre aujourd'hui avec beaucoup de thématiques. Notamment, il y a le point chaud de l'actualité. On en parle maintenant et tout de suite avec les invités. Enjeux et défis qui attendent le Premier ministre. Et nous allons faire essentiellement un parallélisme par rapport, notamment aussi des analyses concernant le gouvernement passé dit des Warriors et l'actuelle composition du gouvernement qui devra essentiellement entrer très bientôt là. Et puis nous allons parler de la victoire de l'opposition au Sénégal, l'analyse comparative sur l'organisation des scrutins. On va aussi parler de l'insécurité dans l'Est, la RDC, Nanga au front, quid de l'implication du PPRD, comme l'a souligné le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Sur ce plateau, à ma droite, je m'en vais directement, Maître Joatan Mbele, c'est ça le nom, Mbele, qui est essentiellement un analyste politique. Nous avons Israël Mafelesi, cadre du Piste pour l'émergence, et Michel Ngwa-Machi, qui est essentiellement président d'une ASBEL aujourd'hui, qui est essentiellement milite pour la promotion de la jeunesse, avec qui nous allons échanger. Je m'en vais directement saluer mes invités. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous retrouver encore une fois pour ces nouveaux numéros des Grandes Analyses. Je vais aller directement avec le premier intervenant. Il s'agit bel et bien de Maître Jonathan avec cette question. Vous êtes un citoyen congolais et vous avez essentiellement attendu comme toute autre personne la nomination du premier ministre de notre pays. Mais essentiellement, il y a beaucoup de questions qui taraudent l'esprit des plus d'un. Ma première question est de savoir quel défi attend prioritairement, selon vous, le Premier ministre. Bien, merci de la question. Déjà, il faut rappeler que cette nomination est arrivée sans surprise pour nous, par le simple fait que nous remarquons, et cela se confirme année après année. Pour vous, une frange de la population, pour vous, qui essentiellement? Je suis le président national du Parti politique pour l'amour du Congo, les PAC, donc ma formation politique, qui milite au sein de l'opposition congolaise. Allez-y. Voilà. Donc nous comprenons qu'essentiellement en RDC, les nominations ne tiennent plus lieu sur pied de propositions ou encore de projets de gouvernance que certaines personnes peuvent bien évidemment posséder. Alors que partout ailleurs, désormais les nominations tiennent compte essentiellement de ce que l'on peut apporter. Madame Judith Suminwa, et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'arrivée de son ordonnance, ministre du plan. Ailleurs, surtout dans les pays anglo-saxons, on pense que le ministère du plan est l'ossature architecturale du gouvernement. Essentiellement. C'est où est concocté et préparé tous les programmes ou encore les politiques publiques à être mises en place par le gouvernement de la République. Mais alors, avant son arrivée comme ministre, il y avait un ministre qu'on appelait Christian Mwando, qui était le géniteur de ce programme de 145 territoires, qui aujourd'hui totalise presque 2 ans. Mais nous peinons à les sentir sur le terrain, simplement parce que son successeur, qui est Madame Judith Suminwa, n'a pas été en mesure de mieux organiser les suivis de ces programmes. En dépit de 3 structures qui travaillent de manière concomitante pour la réalisation de ce programme. Je vois les BCECO, je crois qu'il y a l'ANAPI aussi, et puis une 3e, qui à ce jour peine à avoir même des séances de travail avec l'ex-ministre du plan qu'on appelle Madame Judith Suminwa. Donc du point de vue performance, je ne la vois pas être à la hauteur de ce que le peuple attend de lui. Deuxièmement,
considérant le fait qu'elle déjà être à la hauteur du juger avant justement d'occuper ces fonctions, parce que vous n'avez essentiellement pas un cœur de le savoir de quoi est-ce qu'elle est capable essentiellement de faire à la tête. Là, vous pouvez peut-être lui juger en rapport avec son bilan à la tête, et allez-je dire, du ministère du Plan. Je vous ai donné ce qu'elle a eu à faire comme ministre du Plan. On parle là de performances liées aux aptitudes et aux qualités de la personne. Si comme ministre de Plan, madame n'a pas su suivre de manière continuelle l'exécution de programmes phares du gouvernement de la République, parce que tous les programmes enclenchés par le gouvernement de la République ont échoué, simplement parce que l'architecte n'était pas l'homme qu'il fallait. Selon vous, pensez que tous les programmes enclenchés ou encore enclenchés, excusez-moi, par le gouvernement congolais a échoué? Donnez-moi deux programmes qui d'après vous ont réussi, je vous donne le pourquoi ils ont échoué. Et c'est plutôt moi qui ai le monopole. Voilà, donc acceptez de prendre le programme que moi je vous présente. Je vous donne le programme phare qui est les 145 territoires, qui va vers la 2e année. Ces programmes peinent de vivre sur terrain. Donnez-moi 3 écoles ou 3 infrastructures routières construites à Kinshasa sur plus de programme 145 territoires. Sur Kinshasa. Parce que Kinshasa est également comptabilisé dans les 145 territoires. Donnez-moi 5 infrastructures routières construites dans les territoires de Madimba. Et si à Kinshasa, on va peut-être parler de... J'ai quitté Kinshasa. Ça, exactement. Au moins, vous reconnaissez qu'il y a quelques routes qui sont construites dans le cadre de ces programmes. Nous parlons des 145 territoires qui est arrivé fin 2022. Et l'Enguessa, les travaux ont été enclenchés en 2021. Nous vivons sur Kinshasa et sur financement propre de la ville de Kinshasa. Vous ne pouvez pas faire ce raccordement-là d'amener l'Enguessa dans les 145 territoires. Ça n'a jamais été repris. Peut-être que vous allez fouiller, peut-être que les services de Mme Soumine vont vous envoyer des éléments et nous allons revenir pour en débattre. Mais je pense que Madame n'a pas été à la hauteur comme ministre de Plan. Je n'aimerais pas rentrer lorsqu'elle était conseillère auprès du ministre Moukoko, parce que les conseillers sont généralement dépendants du DIRCAP. Je ne rentre pas là-bas. Mais je viens lorsqu'elle est arrivée à assumer la tête du ministère du Plan. D'autant plus encore, elle était là comme vice-ministre de M. Christian Mwando. Donc on comprend vite que le profil de la dame n'est pas très rassurant pour une république avec plusieurs défis. Aujourd'hui, la nation évolue sur pied de la politique de pilotage automatique. Il faille les ramener au manuel. Et le manuel voudra à ce que nous ayons quelqu'un qui non seulement va coordonner, mais va mettre en place des lignes directives qui vont être suivies pour les pilotages de programmes de la nation. Merci beaucoup. Parce qu'il faut le dire, les gouvernements de la République, allez-y rapidement avant que je pose ma dernière question. Gestionnaire de la nation, parce que il faille non seulement concocter des programmes, mais les suivre et même les financer pour obtenir l'exécution. Donc je pense que une fois de plus, l'IDPS nous présente une de ses plus mauvaises cartouches. Je ne crois pas à un lendemain heureux ou judiciaire avec Madame Judith Soumine. Merci beaucoup, c'est votre point de vue, mais allez-y avec cette réponse que je vais savoir exactement. Vous avez mis en exergue une comparaison entre Christian Mwando, qui est le prédécesseur, et Madame Judith Soumine. Quelle comparaison faites-vous par rapport à l'exécution des tâches et du programme, par rapport au ministère du Plan? Bon, déjà, s'il faut revenir à Christian Mwando, c'est grâce à lui que nous avons obtenu les 145 territoires. Premier élément, Madame Soumine, qui était vice-ministre à l'époque, nous pouvons dire qu'elle bénéficie de ces prouesses de Christian Mwando. Mais après Christian Mwando, est-ce que Madame a su pérenniser le politique public mise en place par Christian Mwando? Je vous donne un élément. Aujourd'hui, depuis la 93e réunion du Conseil des ministres jusqu'à la 126e où nous sommes, le ministère du Plan n'a jamais opiné. Mais si vous allez de la 96e jusqu'à, je crois, la 73e, 74e, vous allez voir que presque à chaque réunion du Conseil des ministres, les ministres du Plan prenaient parole et agissaient pour faire état de l'évolution de politique publique dans la nation. Qui a mieux fait et qui n'a pas bien fait? Les éléments comparatifs sont là. Merci voilà beaucoup. Pourquoi je pense qu'aujourd'hui, bon, c'est difficile de trouver dans les deux pestes des crèmes. Mais il fallait puiser même ailleurs pour permettre à la nation d'évoluer. Parce que les défis auxquels nous sommes confrontés voudra... Vous attaquez trop avec le parti au pouvoir. Est-ce que l'UDPS a à voir avec cette nomination? Mais Mme Soumine est de l'UDPS. Oui. Comment nous dénier le droit de parler de l'UDPS alors qu'elle vient de là?
Mais ici, on parle d'un premier ministre qui est nommé par le chef de l'État. Le chef de l'État non plus ne fait office d'un cadre de l'UDPS. Chers frères, nous devons appeler les chats par son nom. Madame Soumino... Là, il n'est pas cadre de l'UDPS. S'il vous plaît. Du moins, vous devriez être d'accord avec moi pour une fois. S'il vous plaît. Est-ce que là, Madame Soumino est cadre de l'UDPS? Vous voulez que je vous prouve qu'elle est cadre de l'UDPS? Ma question est de savoir. nommer, s'il vous plaît. Aussitôt nommée, elle va voir en premier qui? Monsieur Kabouya, pour dire merci. Alors que lorsqu'on accède à des fonctions... Ça, c'est ce que l'avenir nous en dira. Merci. Non, mais je pense que vous faites c'est clair. C'est l'avenir qui nous en dira. On ne peut pas encore une fois aujourd'hui insinuer des choses parce que Je n'insinue rien. Madame est là parce qu'elle est de l'UDPS. Merci beaucoup. Monsieur Kabouya a dit que la primature devait revenir à l'UDPS. La dame nommée va dire merci à Kabouya de l'UDPS. Est-ce que vous voulez qu'on change de mot? Les propos n'engagent que vous, maître Jonathan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question, deuxièmement, va être posée à Israël Mafelessi. Vous êtes cadre, je précise, du parti Piste pour l'émergence de l'opposant Seth-Kikouni. Quelles étaient réellement, selon vous, les limites du gouvernement Sama Lukonde aujourd'hui qui notamment a fait qu'il n'atteigne pas la satisfaction de la population? Merci beaucoup pour la parole. Je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et j'aimerais apporter juste une petite correction. C'est sur mon nom, c'est Mefalessi. Non, Mafalessi. Merci beaucoup. Avant tout, j'aimerais parler d'une chose qui se passe actuellement dans la commune de Kimonté, qui est plus précisément dans des quartiers Pandandila, Fouronket, Odissassi, Kikimi et Waiwai. Qu'est-ce qui se passe? Les policiers de ces coins-là, bien les différents postes de police de ces coins-là traumatisent la population donc de manière inexplicable. Ils arrêtent des gens abusivement à la longueur de la journée. Ils commencent leur patrouille aux alentours de 19h jusqu'au plus tard 20h, juste pour, avec l'objectivité, parce qu'ils savent bien que non, s'ils arrêtent ces fils maison-là, leurs parents viendront pour leur libérer moyennant ça. Allons-y, maintenant le message est passé. Le message est passé, merci. Alors par rapport à votre question, par rapport aux réalisations du gouvernement Sama Lukonde des Warriors, quelle était le limite pour qu'ils n'atteignent pas la satisfaction? Si Sama Lukonde n'a pas pu, le gouvernement Sama Lukonde n'a pas pu atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, la responsabilité incombe à M. Tshilombo. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que M. Tshilombo avait voulu, ou bien avait nommé Sama Lukonde avec une seule objectivité de l'étouffer. Au jour d'aujourd'hui, bien, pendant étouffer Sama Lukonde, étouffer, oui, je l'ai dit. À quoi est-ce que vous faites allusion? Dites-nous. Oui, dans tout le programme, ou bien dans toutes les actions, c'est seulement le président de la République qui est à la tête. C'est le président de la République qu'on le voit partout. Ah, parce que c'est connu. C'est le président de la République. Avec la vision du chef de l'État. Voilà, c'était sous l'impulsion. Mais aujourd'hui, on est en train de salir l'image, bien la personne de M. Sama Lukonde, disant que non, Sama Lukonde a échoué. Si Sama Lukonde a échoué, mais Sama Lukonde travailler sous la vision de qui? Sous la vision de M. Tshilombo, c'est-à-dire que M. Tshilombo a échoué, raison pour laquelle il n'a pas pu renouveler sa confiance sur Sama Lukonde, et aujourd'hui, fort malheureusement, il vient encore M. Tshilombo. Même s'il en avait le pouvoir, il ne pouvait pas après tout. Premier mandat, Sama Lukonde, deuxième mandat encore, je ne pense pas. Mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Il y a un principe qui dit ça. Merci. Si et seulement si, comme ils sont en train de nous vanter que non, le président de la République a un bilan satisfaisant. Alors, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et qui était le ménage DG? C'est le Premier ministre qui définit la politique gouvernementale. Merci beaucoup. Ça. Israël Mefalessi, cette question, est-ce que selon vous, vous pourriez quand même citer 2 actions gouvernementales menées sous l'égide de Sama Lukonde qui a réussi? Quand même, vous pourriez au moins être... Des actions. Oui, je dirais la première action, ce sont le voyage de M. Tshilombo dans le monde entier. Et puis la deuxième action, si je peux imaginer... bon, non, laissez-lui. Si je peux imaginer une deuxième action, ça serait quoi? Bon, le détournement à ciel ouvert.
Vous pensez aux actions, vous réfléchissez ou vous n'avez pas ces actions que vous voulez coller ce que vous pensez? Mais ce sont les deux actions auxquelles ils ont travaillé avec beaucoup de réussites, beaucoup de victoires. Ce sont ces deux actions-là. Donc c'est que le peuple sait, c'est juste ça. Parce que s'il n'y a pas le détournement à ciel ouvert, au moins encore le voyage de M. Tshilombo, je ne vois aucune action. On ne parle pas de ça au menu aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez, ou vous avez connu quand même la personne de Samalou Kondé? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous reconnaissez de bien sur sa personne? Samalou Kondé, c'est un technocrate. Je crois qu'il est... Technocrate, comme Matata Pogno. Comme Matata Pogno. Je crois qu'il est le fruit de l'IEC, si ma mémoire est bonne. Je sais que si on lui avait laissé les champs libres, il allait travailler pour apporter vraiment sa pierre pour l'édification, bien pour la construction. Israël, vous ne serez pas en train de faire un paradoxe. Il n'était pas, au moins, je pense, aussi muselé, encore moins sournoisé pour qu'il puisse exercer un homme libre, ses compétences et ses attributions. Il était étouffé. Samalou Kondé, la manière dont il a travaillé avec M. Tshilombo, je ne pense pas qu'il avait la signature. Parce que tout était contrôlé par les conseillers. Tout était contrôlé par l'impératrice de la nation. Maman Marthe Kassalou. C'est juste ça. Merci beaucoup. Ce sont vos propos. On pense que ce que vous disiez et ce que vous dites, pardon, paraît notamment une information. On va passer à la troisième personne. C'est le troisième intervenant. Je pense que vous serez un peu plus modéré avec ce qu'il s'agirait de cette question que je veux maintenant vous poser. Autrefois ministre du Plan, aujourd'hui Premier ministre, vous vous souvenez de la plus grande action de Madame Judith Suminwa, une action? Je vais te répondre d'une manière favorable qui va te permettre aussi d'avoir certains sens pour Madame Judith. Allez-y. Je vais te dire une chose. C'est comme l'a dit mon co-débatteur, Israël, lui. Israël dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est-à-dire quoi? Madame Judith a joué les fonctions du ministre du plan. Il n'a rien donné au peuple. C'est-à-dire, ça ne sert pas... Vous ne vous souvenez pas d'une action menée par aucune. À impact visible. Sauf l'échec des projets de 140 à la base. Je dis bien du projet de 145 territoires. L'échec, je dis bien. Sauf, je me souviens de cette action, de l'échec. C'est puisque c'est lui qui a mené le projet de 145 territoires à la PNID, qui a fait ce qu'aujourd'hui, on n'a même pas une école construite à Kinshasa ou encore dans d'autres provinces. Vous nous révélez ici que le fonds alloué en rapport avec ces projets n'a pas été financé par le gouvernement congolais. Quel projet? Le projet de développement local. Bon, ça, moi, je ne sais pas. Par rapport à la PNID, exactement. Oui, quand je parle de la PNID, c'est par rapport au programme de 145 territoires. Alors, c'est pourquoi je vous dis, Madame Judith, on ne peut pas attendre quelque chose qui va changer la vie de la population. On dit on ne chante pas la victoire avant la guerre, mais vous faisiez beaucoup plus de prétentions en rapport avec... Ce n'est pas de la prétention, c'est-à-dire on connaît le jeu, on connaît les étapes. Vous n'avez pas d'estime envers le femme. Hein? On connaît, ce n'est pas de l'estime. Ici, ce n'est pas un problème de l'estime, mais c'est un problème de la qualité. Merci beaucoup. Je m'en vais directement, madame, messieurs. Nous continuons avec cette émission. Ce sont le propos de mes intervenants sur ces plateaux. Je pense qu'ils sont clairs, sans embâge. Ils n'ont pas essentiellement serré sans langue de bois. Ils ont pu donner ce qui est l'actualité de l'heure. Nous allons prendre ces deuxièmes sujets. Vous avez à dire. Est-ce que on peut éclairer à la population, puisqu'il y a des gens qui disent Madame Judith est du Congo central et tout. Est-ce que vous avez ces gens-là qui parlent de Madame Judith, Toulouka, c'est le nom de son mari. Les gens doivent comprendre certaines choses. Madame Toulouka, elle est plutôt sujet belge.
Mais est-ce que elle n'a pas de Congo central. De par 50 Congolaises, de par 50 Belges. 50 Belges, c'est-à-dire son père est Moulouba et il est du Kassai et sa mère est belge. Ça, les gens doivent comprendre ça. Mais elle a quand même... Mais le nom, quand vous parlez, elle est de Congo central. Elle est de quel village, précisément? Quels sont ses parents? Quels sont ses grands-pères? Quels sont ses... Donc, parlez-nous de son géniteur. C'est l'éclaircissement que vous avez apporté. Merci pour cette contribution. Et nous allons prendre la victoire de l'opposition au Sénégal, l'analyse comparative sur l'organisation des scrutins en général. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en organisant les élections en RDC. Beaucoup de gens ont fustigé la position, y compris même le délai qu'a pris essentiellement l'organisation de ces élections, même quand il fallait attendre le résultat. Et pourquoi ne pas parler aussi du délai qu'a pris essentiellement l'élection quand il fallait aller aux urnes. Quelque chose qui a pris 7 jours, mais nous avons vu au Sénégal, tout est parti rapidement. Et ici est de poser des questions, ici essentiellement de questionner l'avenir et l'organisation par rapport à ce qui s'est fait et même par rapport au fonds alloué à cette organisation. La première question est posée à maître Jonathan Bélé. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui? Les élections en RDC a connu beaucoup essentiellement jusqu'à ce que les opposants encore, jusqu'à ce qu'une frange de politique puisse l'appeler simulacre d'élection. Mais au Sénégal, c'était une élection remportée par l'opposition, mais qui a connu la meilleure des organisations qu'elle soit? Déjà, il faut dire qu'au Congo, nous n'avons pas eu d'élection. Nous avons eu plutôt une parodie d'élection. Parce que l'élection, c'est un jeu démocratique pour lequel tous les acteurs sont appelés à y participer en respectant les règles et les normes édictées pour une concurrence loyale. Mais lorsque l'on observe le déroulement de ces processus, on se rend compte que la concurrence n'a déjà pas été loyale. L'UDPS s'est auto-créé des opposants. Je vois Matembo, je vois Manara. Ils se sont auto-créés de membres de la société civile. Je vois Bimola. Et ils se sont finalement octroyés la présidence de la CENI, contrairement à la volonté du souverain primaire préparé et déposé depuis Sun City. Parce qu'effectivement, à Sun City, conscient de nos méfiances, nous avons dit que ceux qui organiseront l'élection ou les élections dans notre pays devaient tous être chapeautés par un membre de la société civile. Mais c'est ce qui a été fait. M. Kadima n'a jamais été membre de la société civile, moins encore de confession religieuse. Il a été fédéral de l'UDPS Afrique du Sud, connu et jamais démenti à ce jour. Mais l'église Kimbangiste a accepté de le porter pour nous les imposer. Ces élections où les gens ont voté 3 jours durant, ça ne peut jamais être appelé élection. Une semaine. Ces élections où les compatriotes congolais ont eu difficile à croire aux machines parce que des particuliers ont détenu la machine sans aucune explication et justification de la CENI. Des élections où les résultats n'ont nullement été publiés 24 ou 72 heures après, contrairement à tous ses prédécesseurs. Voilà pourquoi je pense que Nanga Junior, qui organise les élections, c'est le plus mauvais de médiocre que l'on ait connu au travers de la République. Nanga Junior, qui essentiellement parce qu'il n'y en a eu jamais un qui soit le président de la commission électorale. Celui qui a géré les élections de 2018 s'appelait Nanga. En 2023, celui qui est venu a fait pire que Nanga, on l'appelle Nanga Junior. Donc vous passez de l'action à la personnalité. Mais bien évidemment, parce que on ne retrouve nullement les prouesses et les performances de ceux qui pensaient être mieux dans l'art de gérer. Développez votre idée, allez-y. Voilà. L'UDPS nous a proposé ces parodies d'élections qui a conduit à une moult de réactions parce qu'il faut le dire, on n'avait jamais assisté à une publication des résultats des députés 1 mois après. Ça n'avait jamais eu lieu au Congo. Mais grâce à la médiocrité de l'UDPS, nous l'avons vécu. Nous n'avons jamais assisté à la publication des résultats à la présidentielle plus de 4 jours après. Grâce à la médiocrité de l'UDPS, nous l'avons connu.
Et voilà que le Sénégal nous administre le coup fatal d'une meilleure organisation. Il faut préciser que ces élections ont subi tour à tour 2 reports. Mais malgré les 2 reports, les élections ont eu lieu le même jour. Tous ont voté le même jour. Et déjà dans la soirée, soit à 22 h, les premières tendances s'est dégagées. Et un jour après, nous avons connu les vainqueurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les coups de chapeau de la meilleure gouvernance, de la performance. Et même du point de vue de développement, Macky Sall, en 10 ans, il est en train de construire Dakar dès qu'il va être inauguré à la fin de cette année. Il a amené le métro qui est déjà opérationnel. Il a amené la construction des infrastructures routières à plus de 5000 km de route asphaltées. Le Sénégal aujourd'hui a plus de 4 autoroutes, ce qui veut dire que la compétence était là. Pire encore, là je profite également pour adresser un mot au président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kamuleta. Oui. On l'appelle Pasteur Kamuleta. Par vos arrêts, moult erreurs matérielles se sont glissées. Le 14 mars, lorsque vous avez publié ces arrêts-là, il y a eu de réactions qui m'ont obligé d'enquêter sur ces réactions-là. Et je peux vous confirmer que si vous réalisez vos arrêts, vous aurez difficile à croire que vous avez signé. L'arrêt qui oppose le député Katassi au centre chrétien qu'on appelle Walesa, cet arrêt-là ne doit pas vivre. Parce que déjà, les centres chrétiens Walesa n'avaient jamais attaqué le député Katassi. Mais vous l'avez débarqué. Erreur matérielle ou problème de justice. Deuxièmement, l'arrêt 1086, je crois. Est-ce qu'il a fallu qu'une attaque pour qu'il soit réhabilité ou invalidé, ou parce que la Cour aussi avait ses compétences à pouvoir décider? La loi parle de contentieux de résultats. Pour qu'il y ait contentieux, il faudrait qu'il y ait des gens qui s'opposent. Lorsque 2 personnes ne s'opposent pas, il n'y a pas contentieux. C'est déjà ça le problème. Exact. Et je crois que M. Kamuleta et son équipe maîtrisent réellement ces documents-là parce qu'ils sont censés l'appliquer. Il n'y a pas eu contentieux entre le regroupement du centre chrétien Walesa, qui se réjouit d'avoir pris le fauteuil de l'autre, et l'honorable Katassi. Mais qu'est-ce qui amène à ce que M. Katassi perd les sièges au profit de M. Walesa? Erreur matérielle. Nous espérons que sur le plan de l'article 93, vous allez les corriger. Le deuxième cas qui est beaucoup plus flagrant, parce que j'en ai dénombré 18, mais ici je ne citerai que 2. À la circonscription de la Funa, entre l'honorable Ndinga Landou Mouyas Nixon et l'honorable Titan Eden Kalonji. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'arrêt de la Cour, l'arrêt 1086, on parle d'Ndinga Landou Antoine qui est invalidé au profit des Titan Eden Kalonji. Malgré que nous sommes sur l'organisation des scripts. J'arrive. Non, je suis en train de vous expliquer que les mauvaises élections produisent des mauvais résultats. Allez-y. C'est là où je suis. Comment on peut débarquer un Ndinga Landou Antoine en lieu et place de Ndinga Landou Mouyas Nixon? Pourtant, les décisions de la CENI qui ont été transmises à la Cour pour la décision finale au travers d'un arrêt reprenaient correctement le nom de cet député-là, Eli de la Funa. Pire encore, non seulement on change les noms, ce qui viole plusieurs dispositions de la loi portant code de la famille, mais on va plus loin, on y ajoute des voix à Eden Kalonji. Dans la décision de la CENI, il avait 1750 voix. Mais dans l'arrêt, on dit qu'on lui ajoute plus de 1905 voix. Sans nous dire dans l'arrêt, si on a procédé à l'ouverture de pli et provenir ces voix. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a de quoi vraiment dormir debout. D'où tire-t-il ces 1905 voix? Est-ce que la Cour ne peut pas-elle s'informer ou encore avoir plus de détails auprès de la CENI? Vous comprenez qu'il y a un souci. Les soucis, c'est les soucis des méfaits. Comme il fallait débarquer certains, parce que depuis mes investigations, il semble que comme les Congos, on devait les débarquer, Nixon. Et on oublie qu'en réalité, il y a de normes à établir pour aboutir à une invalidation. Exactement. Donc, lorsqu'on a de mauvaises élections, parce que je l'ai dit,
plusieurs ont été cooptés sur pied de leur appartenance linguistique. Sans gagner les élections sur le terrain, nous avons été là, nous connaissons les réalités. Mais simplement parce qu'il fallait donner un quota élevé à l'UDPS et à ses mosaïques pour nous gérer avec une gouvernance banditocratique, on l'a fait. Et le Sénégal qui nous discipline, qui nous apprend comment mieux organiser nos élections, nous ramène simplement à être confiants, nous, de l'opposition. Plus on perdure dans l'opposition, plus la vase déborde. Si la vase déborde, on est prêt à avoir la victoire. Sur le trace de Sonko, vous avez au moins la chance et la lueur de pouvoir espérer encore dans votre classe et dans votre carrure en tant qu'opposant. La question est posée à présent à Israël Mefalessi. Je vais m'obliger à ne plus commettre cette erreur. On parlait de l'opposition et on parlait de l'organisation des élections au Sénégal. L'opposition a connu une victoire écrasante face à Macky Sall qui s'est décidé, bien sûr, ne pas changer les règles et il a pu partir après justement la publication. Mais nous allons voir, c'est juste après que le président entrant va essentiellement nouer des relations. Quelles relations ça ici, le premier ministre est sorti qui s'appelle Sonko, qui était le président du PASTEF. Quelle perception avez-vous par rapport à la trahison et par rapport à la transhumance aujourd'hui qui se passe dans notre classe politique? Merci beaucoup. Premièrement, s'il y a une large différence entre l'organisation des élections au Sénégal et ici dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est tout simplement, il faut savoir que non. Là-bas au Sénégal, les individus, bien les animateurs des institutions travaillent pour la nation et non pour les individus. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, tous les animateurs des différentes institutions travaillent tout simplement pour satisfaire l'ego de leur prédateur en chef, de leur boss. Donc là, il faut savoir cela. Alors, par rapport à votre question sur la transhumance, si au jour d'aujourd'hui, il y a la transhumance politique, c'est parce que l'homme, le politicien congolais, moins encore le politique congolais, ne savent pas... Jonathan Bélé vient de l'ajouter, ça vous donne, ceux qui sont à l'opposition, un liard d'espoir, d'espérer, d'endurer face à cette lutte, mais notamment, c'est la même question que moi je veux savoir. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup des acteurs transhumants, aujourd'hui va quitter ici et là-bas, parce qu'il y a une proposition de taille par rapport au pot de vin. Est-ce que le Sénégal, aujourd'hui, est une leçon à donner essentiellement, comme l'a dit votre prédécesseur en débat, quelque chose de très particulière? Oui, bien sûr. La particularité entre nous et le Sénégal, la République démocratique du Congo et le Sénégal, c'est par rapport à la vision et aux animateurs ou bien aux acteurs de l'histoire. Là-bas au Sénégal, c'est la jeunesse qui est l'acteur principal de leur histoire. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez, il y a eu un simulacre d'élection ici, dans notre pays, et vous verrez que la majorité de ceux-là qui ont gagné, ce sont le vieux loup. Alors, ils sacrifient la jeunesse. Regardez, ils sont dans l'air parti. Ça n'a pas été facile pour Macky Sall de partir et puis le candidat du pouvoir a accepté saignement que c'est l'opposant qui a réussi. Parce que la jeunesse était debout. La jeunesse a dit N-O-N. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas. La jeunesse ne prend pas sa responsabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'estralala et qui sont à la base de tout ça. C'est le pouvoir. Pourquoi? Parce que si on veut détruire la jeunesse, la destruction de la jeunesse ne peut passer que par son éducation. La destruction de la jeunesse ne peut passer que par leur vie quotidienne. Mais regardez comment la jeunesse souffre, comment le jeune souffre, comment l'éducation est biaisée, comment les choses ne marchent pas convenablement. Tout ça pourquoi? Donc, ils sont en train de faire tout ça, de monter toutes ces pièces dans l'objectivité de faire dormir la jeunesse pour qu'il soit toujours le maître du jeu, pour qu'ils soient toujours là où ils sont avec la vision de s'enrichir, la vision de devenir de tout puissant dans ces pays. Mais je leur dis
Donc leurs jours sont à compter. 2028 s'approche. Vous allez... Cette fois-ci, nous la jeunesse, nous allons prendre les choses en main. Le Sénégal nous a enseigné. Cette fois-ci, ça ne passera plus. Ça ne passera plus, ça ne passera plus. Ne vous affolez pas par l'exemple du Sénégal pour pouvoir montrer de quoi vous êtes capable à la République démocratique du Congo. Il y a cette dernière question. Le Sénégal, une pas ancienne opposition, et il a fallu 38 ans pour l'UDPS afin d'occuper aujourd'hui le pouvoir. Mais vous avez parlé ici que les vieux aujourd'hui essayent de faire dormir debout avec des discours démagogiques, question de nourrir les pensées des jeunes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à cette jeunesse aujourd'hui qui se sont alignés à dresser bien leur vision pour espérer un meilleur lendemain pour leur nation? Un message pour les Sénégalais, je dirais que... Non, la jeunesse congolaise qui se sont donné par exemple les leaks et ils se sentent mieux dans leur peau de défendre les intérêts des autres, comme par exemple vous pensez le faire. Bon, merci beaucoup. Je m'adresse premièrement à la jeunesse congolaise de se réveiller. De se réveiller au fond du sommeil. Pourquoi? Parce que lorsque la jeunesse se réveille, c'est par là que la nation prend l'ascenseur. C'est par là que la nation fait les taxis pour son décollage. Nous devons se réveiller, quitter ou bien enlever en nous cet esprit-là d'appartenance, de la sous-traitance, que nous devons soutenir telle ou telle personne. Non, nous devons nous prendre en charge. Nous devons réfléchir. La RDC, nous devons réfléchir le comment, nous devons réfléchir le développement. Et comment? En travaillant. En travaillant comment? Dans des différents secteurs, dans nos différents domaines. Et surtout s'informer aussi. Merci. Et se former pour que la victoire tant attendue, le rêve tant attendu soit réalisable. Merci beaucoup. C'est le travail et les leitmotifs de tout jeune, qu'il soit opposition majoritaire ou qui sais-je encore. C'est vraiment un devoir de défendre son pays, de réveiller encore une fois la mémoire des autorités pour faire quelque chose pour l'avancement de cette nation qui nous appartient à nous tous, comme l'a fait d'autres nations. Parce que si nous devons rester comme ça, je ne sais pas qu'est-ce que nos enfants et notre progéniture retrouvera de ces Congo qui est connu un pays riche. La question, Monsieur Michel, vous avez attendu vos co-débatteurs. Est-ce que du prime abord, il y a quelque chose à ajouter? Bien sûr, du point de vue différence entre nous et la Sénégal. Je vais vous dire une chose. Il y a eu les élections au Sénégal. Et au Congo, il y a eu des nominations. Alors, je voulais dire quoi? C'est-à-dire, notre jeunesse est tellement manipulée que vous ne pouvez pas imaginer. Nos leaders, d'ailleurs, il n'y a pas de leaders. Vous êtes aussi, je précise, bien sûr, un président d'une structure de jeunes leaders, oui. De la manipulation politicienne. Voilà. Exactement. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nos politiques ne cherchent pas à trouver une solution à nos problèmes. Pourquoi? Nous devons être manipulés à chaque fois. Il y a une différence entre un leader et un chef. Les gens doivent comprendre ça. Jusqu'à nos jours, on n'a pas encore eu des leaders qui peuvent gérer notre pays. Nous avons connu combien de présidents ici en RDC? Il y a 4 au moins, 5 au moins. Il y en a eu 5. Qui, selon vous, pensez que incarne vraiment les notions du leadership? Il y a Kabila le père. S'il y en a 2 ou 3, vous me citez. Oui, il y a Kabila le père, il y a aussi Kabila le fils. Parmi les leaders, je dis bien les leaders, les gens qui pouvaient changer. Était-tu dans votre liste? Mobutu était un dictateur. Le président Tshisekedi est exclu dans votre liste? Tshisekedi est encore en formation et puis il s'occupe d'abord de ses voyages et tout. Les jours où Tshisekedi serait leader, je vous dirais que non, aujourd'hui Tshisekedi est leader. Puisqu'il n'y a pas de symptômes qui manifestent le leadership en lui.
Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Apparemment, vous tirez à bout portant sur sa gestion. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement par rapport à cette différence qu'aujourd'hui nous avons donnée? Et surtout, c'est que Maître Joatan puis donner par rapport à la gouvernance de Macky Sall qui est partant. Et nous espérons qu'après 2028, puisque la Constitution les stipule, le chef de l'État pourra aussi partir. Mais qu'est-ce qu'on pourra retenir de lui par rapport à ce qu'on veut aujourd'hui comme un bon leader? Oui, nous reprochons M. Tshisekedi à beaucoup de choses, à beaucoup des erreurs qu'il est en train de commettre dans son parcours du pouvoir. C'est-à-dire, M. Tshisekedi fait des discours démagogiques. M. Tshisekedi nous a promis de rendre le Congo l'Allemagne d'Afrique, où il n'a pas pu réaliser. Aujourd'hui, le Congo, quand vous arrivez quand vous circulez dans des avenirs, vous trouverez que le pays est par terre. Aujourd'hui, quand je vous parle, il y a une augmentation du prix de biens sur le marché. C'est puisque nous manquons la bonne gestion de la chose publique. Gestion aussi de la chose publique, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour votre intervention. On va finir avec ces sujets, insécurité. Dans le CLRDC, Nanga au front, quid de l'implication du PPRD, comme l'a précisé le secrétaire général du parti au pouvoir. Déjà, le premier intervenant à ces sujets, vous avez essentiellement écouté, si par la radio, mais aussi pris connaissance de son discours lors de son meeting face à ses militants. Le secrétaire général de l'UDPS accuse le PPRD et Kabila être derrière aujourd'hui ce qui s'est fait à l'est de la RDC, à l'occurrence la rébellion de M23. Bien, merci. Je pense que lorsque l'on est secrétaire général d'un parti, l'on peut encore concéder de certaines imprudences, certaines bassesses, mais lorsqu'on arrive à être parlementaire, il faut élever les niveaux. Toute personne sensée sait très bien que lorsque l'on est en possession de certains éléments qui surtout portent atteinte à la sécurité intérieure et même extérieure de la nation, il faille en apporter le preuve devant les institutions habilitées pour bien évidemment mettre à l'abri sa population. Ne pas les faire, on considère simplement que vous êtes sous les coups d'une infraction à la loi pénale que l'on appelle la propagation de faux bruits. Et à ces jeux-là, M. Kabouya semble être expert. Parce qu'effectivement, de tout ce qu'il a raconté devant ses militants affamés, il n'a pas su donner des preuves de manière concrète pour dire je vous confirme que M. X est derrière X. Par exemple, il s'est retrouvé avec eux en telle date. Ou encore, j'ai des photos et images qui confirment leur collaboration depuis. Et parce qu'effectivement, nous n'avons jamais reçu d'écho de la part des services d'immigration que M. Kabila serait en dehors du pays de manière clandestine. Parce que même lorsqu'il arrive à Matadi Kibale, il y a des gens qui les saluent et qui le voient sur sa Range Rover, qui presque est connu de tout le monde maintenant. Et même encore, une semaine après qu'il ait commis cette infraction-là, personne des instances habilitées ne l'a invité pour donner de preuves. Par contre, un citoyen congolais pour qui simplement une note vocale assure qu'il est, se retrouve devant les barreaux. Un autre compatriote congolais a même purgé sa peine au nom de Kipala Moto, simplement parce qu'ils ont été reprochés également ces préventions-là. Nous constatons simplement que dans l'incompétence de l'UDPS, dans son incapacité de pacifier le pays, il cherche de boucs émissaires. Essentiel. Parce qu'effectivement, nous avons observé que pendant 5 ans et aujourd'hui 3 mois, l'UDPS n'a pas été en mesure de pacifier le pays. Ils sont arrivés, ils nous ont trouvés avec notre Bunagana, ils nous ont trouvés avec notre Massissi, ils nous ont trouvés avec notre Kichanga, mais grâce à leur mauvaise gestion, notre Massissi est sous contrôle de l'ennemi. Notre Bunagana est sous la possession de l'ennemi. Et cet ennemi-là
a élargi son champ de recrutement, utilisons la fibre séparatiste qui nous guette. Parce qu'aujourd'hui, de par les nominations sélectives, de par l'incapacité d'améliorer les conditions de vie des Congolais, plusieurs d'entre nous se sentent offusqués, se sentent touchés par leur fort intérieur et par besoin de donner des réponses, choisissent la lutte armée que nous condamnons et que nous n'approuvons pas. Parce que, comme un de ceux qui ont adopté en 2006 par référendum la Constitution, nous pensons que la lutte démocratique que nous avons installée là doit vivre. Et si elle doit vivre, c'est par notre action, c'est par notre contribution. Donc aujourd'hui, je pense que l'UDPS, dans ses imputations gratuites, principalement par son secrétaire général, a une fois de plus émis de faits sans le prouver. Merci. J'attendais voir que le membre ou encore ceux qui gèrent le service post-frontalier et migratoire, notamment la DGM et on va aborder la RVF. On va aborder cette question. M. Kabila a quitté de manière clandestine. On va aborder cette question sur un débat très roulé avec le cadre de l'UDPS. Bien sûr qu'ils nous attendent, ils sont déjà invités et puis ils vont répondre très prochainement. Dans la semaine prochaine, nous aurons un numéro spécial par rapport à ces sujets. Rapidement, Monsieur Israël Mefadissi, que pensez-vous par rapport à cette rébellion imputée au cadre du PPRD? Bon, moi, je dirais premièrement, au-delà de l'ADN de l'UDPS qui est l'anarchie, le chantage. Monsieur Kabouya souffre de la congruité intellectuelle, de la cacophonie intellectuelle. Donc c'est un peu ça. Ça c'est un. Et puis deuxièmement, par rapport à se dire, j'ai compris des choses. Monsieur Kabouya joue les jeux de l'ennemi. Premièrement, il dit que Kabila est sorti en RDC sans pour autant que les services de sécurité, les différents services soient au courant de ça. C'est-à-dire quoi, il livre l'information à nos agresseurs disant que non, vous pouvez entrer et sortir sans pour autant être contrôlé. Ça c'est. Et puis deuxièmement, M. Kabouya divise aussi le peuple congolais, une division, une balkanisation. Il est en train de préparer une balkanisation psychique par ses dires, par ses propos. Donc c'est un monsieur, pour moi, il souffre vraiment de la cacophonie intellectuelle, au-delà de l'ADN qui caractérise l'UDPS, qui est l'anarchie et le chantage. L'heure fait défaut, merci beaucoup. On va finir avec vous. Fort heureusement, vous aurez 1 minute pour essentiellement éclairer votre point de vue. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport au dire et au faire de l'UDPS par rapport à ce que la population attend d'eux? Premièrement, nous devons dire à M. Kabouya d'éviter l'ingratitude. C'est quoi? Pourquoi? M. Kabouya est aujourd'hui ce qu'il est, grâce à Kabila qu'il est en train de entériner dans l'histoire de la longueur de journée qu'il est en train d'accuser. Alors, M. Kabouya, si c'était moi le président de la République, ou encore j'étais à l'IDPS, on devrait déjà chasser M. Kabouya à l'IDPS. Il n'est pas compétent de gérer les partis au pouvoir. Il ne sait pas que ses propos représentent directement le chef de l'État. Alors, il doit faire attention à M. Kabila. Kabila n'est pas son ami, après tout. Alors, le pays est géré par plutôt le secrétaire permanent, c'est un schizophrène. Il doit retirer ses propos. Il doit retirer ses propos. C'est pas bon. C'est un schizophrène. Ça, je vous l'ai dit. Puisqu'il a d'abord donné ses propos de la haine à la population de Katanga, de dire non, les Kassaïens sont des migrants et des putes et tout. Vous comprenez un peu ça? Nous devons éviter ça. M. Kabouya doit faire attention. Le peuple congolais n'est pas son ami. Il doit faire attention. Merci beaucoup, le peuple congolais. Je voulais placer un mot par rapport à M. Kabouya, à propos de M. Kabouya. Il est en train de dire que non, Kabila. La meilleure chose à faire, c'est d'aller arrêter Kabila, arrêter Nanga et de le juger. Est-ce que c'est à lui de le faire? Essentiellement, ils ont la police, ils ont l'autorité compétente. Merci beaucoup. Ils ont tout.
Merci beaucoup, Jonathan Gbélé, Israël Mefalessi et Michel Ngwamachi. Je vous dis énormément merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée encore à 21h. Veuillez bien rester branchés sur le programme et les antennes de la FM Télévision. Restez bien chez vous. Aimons d'abord le Congo, ensuite le Congo et enfin le Congo. La suite au prochain numéro. Bye.